Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 78e R&D Corner. On est le 12 juillet et j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin donc pour le traditionnel et le mensuel panorama des appels à projets en cours par Cap Digital. Quelques règles et une présentation de l'équipe R&D Innovation avant de commencer. Ce matin, je serai accompagné de Chris Alayache et Jennifer Lecomte, respectivement en charge d'appels à projets nationaux, collaboratifs et individuels pour le compte de Cap Digital. Et présent aussi dans notre équipe Sarah El Jabri, plutôt en charge du côté financement privé, et moi-même, Manuel Sengla, plutôt en charge des appels à projets régionaux et européens. Comme je vous disais, quelques règles avant et informations avant de commencer ce webinaire. Bien entendu, vous aurez la présentation qui vous sera envoyée à la fin du webinaire. Vous pouvez nous contacter et remplir notre formulaire en ligne si vous cliquez sur le lien indiqué dans cette slide. Une adresse pour nous contacter, tous les 4 projets @capdigital.com. Et enfin, vous pouvez retrouver tous les appels en cours sur notre site capdigital.com. Vous avez un chat pour discuter avec les autres membres de l'équipe pendant le webinaire, et un onglet questions pour poser toutes les questions que vous avez ou interrogations qui pourraient subvenir. Un petit sommaire par rapport à la présentation et au webinaire de ce matin. Quelques mots d'abord, comme tu dis, sur Cap Digital, comme d'habitude. Je vous détaillerai ensuite les appels à projets régionaux, notamment Innovap Leader PIA 4 et le nouveau appel à projet IDEMO régionalisé. Nous penserons ensuite aux appels à projets nationaux, notamment Antoine Roux pour BPI France et Estelle Morin également, sa collègue, viendront se joindre à nous pour présenter l'appel à projet IDEMO et le concours d'innovation Innov. On passera ensuite à l'innovation dirigée, avec la stratégie d'accélération 5G, et il y a l'appel à projet France 2030 première usine et les appels à projet industrie culturelle et créative. Et ensuite, nous terminerons ce panorama par les appels à projets européens en cours et autres financements en cascade. Pour commencer, et pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Cap Digital, Cap Digital se définit, c'est un pôle de compétitivité et c'est un collectif d'innovateurs du numérique qui regroupe environ 1 millier de structures adhérentes sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France. La plupart, 80%, sont des PME et des startups, mais on retrouve aussi des grands comptes, des fonds d'investissement, des établissements de formation et de recherche ou encore des collectivités. Cap Digital existe maintenant depuis plus de 16 ans. Et regroupe une équipe permanente de 35 collaborateurs appuyés par un réseau de 180 experts que je présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. Cap Digital, jusqu'en 2021, c'est un peu plus de 3000 projets de R&D qui ont été accompagnés par nos équipes. Un peu plus de 1,4 milliard qui ont été levés par nos entreprises adhérentes. Et enfin, plus de 100 mises en relation qualifiées entre startups et grands comptes via différents programmes d'open innovation, notamment portés par le pôle, notamment le programme POC & Go, porté par notre équipe transformation numérique. Cap Digital aussi, c'est un fort prisme à l'Europe, puisque depuis sa création, le pôle a été impliqué dans plus de 42 projets européens, dont 8 qui courent sur la seule année 2022, ce qui a créé un réseau de partenaires actifs sur la scène européenne de plus de 200 organisations, et qui nous permet aujourd'hui de faire profiter à nos membres
de ce réseau, premièrement, mais aussi d'opportunités donc dans le cadre de ce qu'on appelle projet européen et que je vous présenterai donc en fin de webinaire. Alors, une fois que ça a été dit, comment nous rejoindre pour ceux qui seront intéressés. Donc, vous pouvez donc adhérer à Cap Digital. Vous avez ici donc toutes les informations pour adhérer au pôle, notamment le lien qui va vous permettre donc de remplir le formulaire d'adhésion et donc les premiers prix pour les cotisations des membres pour l'année 2021-2022. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, donc, comme chaque premier mardi du mois, c'est donc la R&D et donc les appels à projets. Donc, sur cette slide, vous pouvez retrouver donc une petite définition de la R&D et de son financement. Donc, telle que décrite par le manuel de Frascati, la R&D englobe la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Et donc, ce qui va nous intéresser ce matin, ce ne sont pas les règles des minimis, donc qui concernent là le développement commercial d'une entreprise, qui peut donc espérer jusqu'à 200 000 € d'aide publique sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs, mais donc les régimes de R&D qui vont concerner donc le développement, recherche, développement et innovation, et donc les appels à projets individuels et collaboratifs qu'on va passer en revue tous ensemble ce matin. Juste pour vous dire un mot de l'accompagnement R&D proposé donc par Cap Digital. Il est divisé en 6 axes, on pourrait dire. Le premier, donc, c'est un peu ce qu'on va faire ce matin, de la sensibilisation, en balayant un peu l'actualité des appels à projets et autres aides relatives à la R&D. Le second axe va concerner plutôt l'accompagnement avec donc l'aide à la structuration de dossiers, l'identification de financement et le diagnostic maturité de projet. On peut également vous aider sur tout ce qui est mise en relation en essayant de vous connecter avec des partenaires, des terrains d'expérimentation ou notre réseau d'experts. On peut faire de la labellisation pour les appels à projets, notamment les appels à projets régionaux et nationaux, c'est-à-dire qu'on fait donc 3 semaines, 2 à 3 semaines avant la date de clôture officielle de l'appel à projet, on peut faire relire et analyser votre dossier par nos experts qui viennent ensuite donc enrichir un peu par des commentaires votre dossier avant donc avant le dépôt officiel. Et ensuite donc les 2 derniers axes, visibilité et valorisation, notamment donc au travers enfin vers notre communauté, donc tout ce qui est site internet, médias sociaux, newsletter, mais aussi valorisation auprès de l'écosystème français et européen au besoin. Le réseau d'experts, donc je vous ai dit un peu plus de 180 experts donc regroupés par Cap Digital. Donc ces experts nous accompagnent sur la labellisation, mais aussi donc l'anticipation de grandes tendances, on va dire, qui pourraient donc rythmer les activités du pôle et celles de ses adhérents. Et ils interviennent donc sur trois dimensions. La première, elle est technologique, donc à travers tout ce qu'on peut analyser aujourd'hui, la blockchain, la sécurisation des données, tout ce qui est analyse sémantique, par exemple. La seconde dimension, elle est plutôt marché, donc ce qui correspond au marché de Cap Digital, santé numérique, ville durable, commerce ou encore industrie créative et culturelle. Et la troisième, elle est plutôt en rapport avec la prospective et les sciences humaines, tout ce qui est donc de partage des données, organisation apprenante, vie résiliente, etc. Si on n'a pas de questions, je vais passer donc à la présentation des aides et appels à projets régionales, donc la région Île-de-France, et commencer donc tout de suite avec donc l'appel à projet InnovUp Leader PIA 4. Donc cet appel à projet InnovUp Leader PIA 4 vise à soutenir donc l'émergence de futurs leaders sur le marché. C'est la 3e vague donc de cet appel à projet qui va clôturer le 9 septembre prochain. Donc on a déjà eu 2 autres vagues pour l'année 2022. C'est un appel à projet qui va financer donc
des projets de 12 à 24 mois pour un budget de 150 000 à 1 million d'euros et un taux d'aide d'environ 50% proposé par la région Île-de-France et BPI-France, 2 tiers en subvention et 1 tiers en avance remboursable. Il est ouvert donc à toutes les TPE, PME et ETI de la région francilienne. Et donc, vous voyez, va financer des projets qui vont justifier un degré de rupture et un caractère innovant, un potentiel commercial important pour la région Île-de-France, des retombées économiques et des emplois pour le territoire francilien. Et il faudra aussi donc justifier de la qualité du projet et de sa capacité à porter le projet à bout. C'est un appel à projet générique, on retrouve tout un tas de sous-thématiques, on va dire. Donc, on peut retrouver numérique, ville durable, santé numérique, numérique également. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter d'ici la fin du mois pour intégrer notre processus de labellisation qui sera ouvert jusqu'au 23 août. On reçoit les dossiers jusqu'au 23 août prochain pour postuler jusqu'à cette dernière vague de l'année 2022. L'appel à projet InnovUp, que vous connaissez certainement. La différence avec le précédent InnovUp Leader PIA 4, c'est qu'il n'y a pas de vague de relève pour cet appel à projet InnovUp, mais seulement vous pouvez postuler au fil de l'eau. L'appel à projet InnovUp va soutenir les projets d'innovation du passage de leur idée à leur commercialisation en intervenant sur tous les stades de maturité d'un projet. Donc, j'en ai cité 4 sur cette slide: faisabilité, prototypage, développement et expérimentation. Il va financer des projets qui vont aller de 6 à 18 mois, jusqu'à 500 000 euros en subvention et jusqu'à 3 millions d'euros en avance remboursable et prêt d'innovation. Il s'adresse toujours à toutes les TPE, PME et ETI de la région francilienne, mais aussi aux associations. Et enfin, le dernier appel à projet régional que je voulais vous présenter ce matin, c'est le nouvel appel à projet IDEMO régionalisé. Un appel à projet collaboratif cette fois qui vise à soutenir les projets de recherche et de développement. Cet appel à projet va être ouvert jusqu'en décembre 2025 au rythme de 2 relèves par an, sachant que la prochaine relève est prévue le 26 octobre 2022. Il va soutenir les projets collaboratifs, comme j'ai dit, de 24 à 60 mois, qui ont des budgets de 1 million à 4 millions d'euros, et est ouvert à toutes les TPE, PME, ETI, grandes entreprises et laboratoires de recherche, toujours de la région francilienne. Un taux d'aide de 50% maximum est prévu, avec un bonus de 5% si vous obtenez le label d'un pôle de compétitivité. Je vous ai cité tous les domaines et technologies clés qui vont être soutenus par l'appel à projet, dans lesquels on retrouve les principales qui vont correspondre, on va dire, au marché de cap digital, intelligence artificielle appliquée en particulier à la santé, solutions pour la décarbonation des mobilités, réduction de l'empreinte carbone des activités industrielles et de l'impact à l'environnement du numérique, ville durable, ou encore industrie culturelle et créative à travers un focus jeux vidéo et réalité virtuelle. Vous voyez également s'afficher à l'écran un pop-up, une fenêtre pop-up qui vous indique que suite à notre R&D Corner, un webinaire d'information spécifique à cet appel à projet IDEMO régionalisé est organisé par la région Île-de-France en partenariat avec les 6 pôles de compétitivité franciliens. Il aura lieu aujourd'hui entre 11h30 et 12h30. Et vous trouvez le lien directement sur cette fenêtre pour vous inscrire à cet appel à projet, à ce webinaire. Pardon, excusez-moi. Je pense en avoir fini avec les appels à projets régionaux. S'il n'y a pas de questions, on va passer aux appels à projets nationaux.
Et donc, je vais accueillir sur scène Antoine Roux de BPI France pour nous présenter l'appel à projet IDEMO national. Bonjour à tous. Un petit problème de ça, vous m'entendez bien? Voilà, écoutez. Oui, très bonjour bien. À tous. Il y a un petit problème de Larsen par contre avec le micro. Et merci à Cap Digital d'avoir organisé cette rencontre du jour pour vous présenter l'appel à projet IDEMO numéro 2. IDEMO numéro 2 qui a été renouvelé la semaine dernière après plusieurs mois de cadrage. Pour certains, vous avez dû connaître IDEMO numéro 1. Donc voilà, je vais vous présenter en synthèse cet appel à projet, ses grandes lignes, ses grands objectifs et quelles sont les petites variations qu'il y a dans ce nouveau cahier des charges. Donc, encore une fois, merci à Cap Digital de nous permettre de promouvoir ce programme, ce dispositif de financement. L'appel à projet, première chose, l'appel à projet IDEMO s'inscrit dans le plan France 2030. C'est un plan qui a été lancé par le président de la République, un plan de grande envergure, un plan inédit qui a pour but vraiment de répondre aux grands défis de notre temps. Tous les appels à projets, en grande majorité aujourd'hui, s'inscrivent dans ce plan. Je ne vais pas vous faire le détail sur ce qu'est France 2030, mais il faut se dire que IDEMO aujourd'hui intègre ce plan de grande ampleur. Et il y a quelques logiques qu'il faut avoir en tête. L'idée, c'est de dire on prend des risques dans les financements, on investit dans des industries, des thématiques d'avenir, évidemment, mais l'idée avec une prise de risque accentuée, avec une sélectivité importante, c'est-à-dire que lorsque vous allez voir des critères de sélection dans les cahiers des charges, ces critères-là sont vraiment les critères exigeants et ils vont faire l'objet d'une attention bien particulière. Et l'idée, c'est d'avoir des investissements à terme qui permettent de refondre l'économie avec une logique de souveraineté nationale. Globalement, je ne vais pas passer plus de temps sur France 2030, mais pour rappeler le contexte dans lequel s'inscrit IDEMO et également le concours d'innovation qu'on verra plus tard. Sur les objectifs, si on se concentre sur IDEMO, il faut savoir que c'est l'appel à projet, on va dire référence pour les projets de R&D à forte valeur ajoutée, pour vraiment l'innovation de rupture. L'idée, c'est d'avoir un dispositif qui permet de réunir des projets individuels ou collaboratifs, qui permet évidemment d'associer un maximum d'acteurs divers, des entreprises, des petites entreprises, des grandes entreprises, des acteurs de recherche, et d'avoir une grosse structuration au sein de différentes filières. Donc globalement, si on doit retenir ce qu'est IDEMO, c'est l'appel à projet qui finance les projets de R&D avant l'industrialisation, donc vraiment dans la phase recherche industrielle et développement expérimental, et avant la mise sur le marché d'un projet, d'un produit, d'un service technologique. Donc l'idée, c'est vraiment l'innovation de rupture, mais dans la phase de pré-industrialisation, si on doit retenir la phase IDEMO. Sur les projets attendus, c'est là où il y a une petite variation par rapport à IDEMO numéro 1. On a la possibilité de déposer en projet individuel ou projet collaboratif. Donc, lorsque vous êtes en projet collaboratif, la limite de partenaires est à 6. Donc, vous avez des consortiums qui sont portés par des entreprises dans la limite de 6 partenaires, au sein desquels on a une diversité d'acteurs. Et la taille minimum des projets, qu'on soit un projet individuel ou qu'on soit un projet collaboratif, c'est de 4 millions d'euros. Ça, c'est vraiment la différence qu'on peut observer, c'est que le précédent appel à projet, numéro 1, les projets individuels, le seuil était à 2 millions. Là, on a rehaussé le seuil. Et ça veut aussi dire qu'on attend des projets d'une ampleur un peu plus grande, avec, comme on disait, cette idée de structuration et de forte valeur ajoutée à mettre en avant. Donc, on est sur des projets de 3 à 5 ans. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Et évidemment, des projets qui prennent en compte la dimension environnementale de manière très importante. Sur les critères de sélection, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire sur quelles sont les choses les plus importantes sur lesquelles on va regarder votre projet. On va le sélectionner. Comme je le disais, ça s'inscrit dans le cadre de France 2030. Dans le cadre d'IDEMO, c'est vraiment le caractère innovant, la valeur ajoutée du projet qui vont vraiment être la chose qui va le plus sanctionner le projet. C'est-à-dire qu'on va regarder de quelle manière se positionne le projet par rapport à l'état de l'art, quels sont les degrés de rupture d'innovation et de verrou technologique à lever, comment le projet se
positionne vis-à-vis de la concurrence. Donc vraiment, ça, c'est le caractère le plus important. Et si on doit en ajouter, on va dire, un ou deux autres, le deuxième, ce serait les retombées économiques du projet. Vous avez une innovation qui est de grande qualité, mais il faut qu'elle soit associée à un modèle économique également de qualité et qui offre des retombées économiques directes ou indirectes par la création ou le maintien d'emplois, par l'industrialisation en France, par des marchés visés divers, etc. Donc voilà, les retombées économiques, c'est presque aussi important que le caractère innovant, et c'est surtout ces points-là qu'on va regarder. Et aujourd'hui, un troisième point, on va dire, s'ajoute à ces deux points fondamentaux, c'est la performance environnementale du projet, donc la prise en compte de l'impact environnemental du projet qui fait l'objet d'un document en particulier lorsque vous allez déposer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous êtes convié à une audition, vous n'éviterez pas ces questions-là. Donc ça, c'est quelque chose, en plus de des deux critères que je viens de décrire, qui est très important. Et un autre critère, mais ça, c'est seulement si vous êtes en consortium, c'est la qualité du consortium, la capacité du consortium à porter le projet, à gouverner son projet en bonne relation avec ses partenaires. Voilà pour globalement les grands critères de sélection. Je ne vais pas vous détailler cette slide sur les dépenses éligibles, elle est bien précise dans le cahier des charges, juste pour vous rappeler la logique. La logique, c'est que au plus vous êtes une petite entreprise, au plus le taux d'aide, donc c'est-à-dire l'assiette d'aide qu'on va retenir sur les dépenses de votre projet, sera importante. Donc au plus vous êtes petit, au plus cette assiette va être grosse. Et après, il y a une deuxième variable sur les taux d'aide applicables, c'est la catégorie de dépenses. Au plus vous allez avoir des dépenses qui s'inscrivent dans de la recherche industrielle, et au plus vous allez avoir une possibilité d'avoir des subventions. Donc en fait, juste si on fait très synthétiquement, on a deux variables. On a la taille de l'entreprise et la catégorie de dépenses. La taille de l'entreprise va vous permettre d'avoir un taux d'aide plus ou moins gros, et la catégorie de l'entreprise va vous permettre d'avoir plus ou moins de subventions, parce qu'il faut savoir que c'est un financement mixte, une partie de subvention, une partie d'avance récupérable, et la partie subvention, elle peut être plus importante selon le type de catégorie de dépenses. Donc ça, c'est vraiment le régime d'aide qui encadre ce cahier des charges, qui est le régime RDI. Et si vous avez besoin de précision sur les catégories de dépenses, au sein de ce régime d'aide RDI, vous trouverez qu'est-ce qui relève de la RI, qu'est-ce qui relève de la DE. Donc RI, recherche industrielle, DE, développement expérimental. Globalement, les dépenses éligibles dans votre projet de R&D sont des dépenses assez larges, salaire de personnel, sous-traitance, contribution aux amortissements, frais de mission, frais connexes. Voilà, c'est des choses assez classiques et assez larges. Et également, un point important, c'est que si vous êtes en projet collaboratif, vous avez une possibilité d'avoir un taux d'aide plus important. Donc voilà, ça c'est la petite... voilà, c'est sur les dépenses éligibles et taux d'aide applicables. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Sur les modalités de mise en œuvre et de financement, comme je le disais, on a une forme d'aide mixte avec de la subvention et de l'avance récupérable. Et on peut aller jusqu'à 75% de subvention pour un projet majoritairement recherche industrielle. Donc, ça devrait dire qu'il y a une majorité de dépenses RI. Sur la mise en œuvre, ensuite, une fois que votre projet est sélectionné pour un financement, il y a une contractualisation qui se met en place avec les équipes de BPI France. Et dans ce contrat, vous avez toutes les indications de comment sera versée l'aide, à quelles échéances seront versées, le calendrier, les conditions de versement de l'aide. Donc tout ça, ça se fait vraiment après, à la fin, une fois que vous êtes sélectionné. Et ce suivi est assuré par BPI France. Donc voilà, vous serez pris en charge par des équipes et un contrat qui va vous permettre de dérouler votre projet avec des conditions particulières durant plusieurs années, tout au long de votre projet en fait. Sur le processus de sélection, ce qu'il faut retenir surtout de cette slide, c'est que c'est un processus en plusieurs étapes. Vous avez un dépôt de dossier allégé lorsque vous allez déposer. Vous avez des dates de relève, en fait. On voit qu'on a un calendrier. Il y a des dates de relève qui sont... La première sera le 6 septembre, ensuite le 8 novembre, 3 janvier, 7 mars, jusqu'au 20 juin 2023. Donc, c'est à peu près tous les 2 mois. Et vous déposez un dossier allégé. À la différence de IDEMO numéro 1, où c'était seulement une présentation, là, vous êtes juste sur un dossier allégé avec un peu plus que la présentation. On reviendra là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui va aboutir à une première phase de présélection. On va déposer le projet et on va voir si vous allez être invité en audition. Si vous êtes invité en audition, ce n'est pas systématique, je tiens à préciser. Il y a un premier filtre qui se fait au moment de l'audition. Si vous êtes convié à l'audition se passe bien, vous entrez en instruction approfondie.
vous devez fournir un dossier complet avec des pièces un peu plus importantes sur les éléments administratifs et financiers de vos partenaires. Vous avez un mois pour faire ce dossier complet. Vous êtes en instruction approfondie, et l'instruction approfondie, c'est l'occasion d'échanger avec les experts de BPI France, des experts ministériels, etc., et aboutit à une proposition de financement. Et cette proposition de financement, c'est le dernier filtre de sélection qui va valider votre financement. Donc, on a 3 filtres de sélection: la présélection, l'audition et la sélection. Et après, le conventionnement, c'est la mise en place du contrat. Voilà globalement le grand circuit processus de sélection. Voilà. Dernière slide pour vous donner quelques conseils pour maximiser vos chances. Chose importante, c'est lisez le cahier des charges. Le cahier des charges est assez précis, assez détaillé, et vous trouverez tous les critères de sélection et toutes les conditions, tout le processus expliqué dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on vous invite à vraiment vous concentrer. Il y a un canevas de dossier candidature qui est mis à disposition. Donc, c'est un canevas qui est disponible sur la page web de l'appel à projet. Et quelque chose d'important, c'est qu'il a été simplifié au maximum dans sa configuration, c'est-à-dire que les pièces, elles sont plus lisibles qu'avant, elles sont plus simples, et on va dire qu'il vous guide ce dossier de candidature au maximum pour le bon dépôt de vos pièces. Donc, c'est quelque chose qui vous facilitera le dépôt, notamment si il y a des histoires de dépôt un petit peu urgents parfois. Vous allez voir que ce dossier de candidature devrait normalement vous simplifier la tâche. Vous trouverez aussi une analyse approfondie des critères d'impact. Donc, on parlait des impacts environnementaux. Il y a un document dans ce dossier de candidature qui est présenté. Et enfin, un point de contact pour répondre à votre question. Donc, l'adresse mail idemo@bpifrance.fr. On est à votre disposition pour répondre à vos questions. J'imagine qu'on va prendre un temps d'échange aussi. Je ne sais pas si c'est maintenant, mais voilà, l'adresse idemo est là pour répondre à vos questions. J'ai terminé de mon côté. Encore merci à tous de m'avoir écouté. Et je crois qu'on va laisser la parole. Soit on enchaîne, soit on prend les questions. On va prendre quelques questions, Antoine. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup pour ta présentation. Et effectivement, donc on a eu quelques questions. Bonjour à tous aussi. Peut-être pour bien rappeler, je commence par une des questions de Lamia, qui juste pour repréciser les choses, on est d'accord. Donc là, on est sur l'appel IDEMO 2. C'est ce qui vient d'être présenté par Antoine Roux. Effectivement, on est sur il y a 2 volets pour le IDEMO 2, le volet national et un volet Europe. C'est bien ça. Tu me confirmes après. Et le IDEMO régional. Simplement parce que du coup, il y a bien 3. Ouais. En tout cas, en ce moment, il y a bien 3 appels à projets avec l'intitulé IDEMO qui sont publiés. C'est vrai, c'est quelque chose d'assez particulier. Il faut bien faire la distinction entre les 3. Donc, IDEMO national, c'est vraiment l'appel à projet générique qui est porté au niveau national. Ce sont des aides publiques nationales, pour faire court. IDEMO Europe, c'est des projets qui sont des projets de consortium européen qui postulent à des appels à projets spécifiques auprès de la Commission européenne, mais qui, sur leur partie française, souhaitent avoir un complément en postulant à IDEMO Europe. Donc, vraiment, IDEMO Europe concerne uniquement des consortiums européens qui postulent à des appels à projets européens de la Commission européenne qui sont EuroHPC et KDT. Donc ça, c'est vraiment un cas très particulier IDEMO Europe, donc ça concerne peu de consortiums. Et enfin, IDEMO régionalisé, c'est un appel à projet où il y a un cofinancement. Donc un cofinancement, une partie du projet sera financée à l'échelon national et une partie du projet sera financée à l'échelon régional. Voilà globalement les grandes caractéristiques de ces 3 appels à projets. Très bien. Et donc, et alors au niveau des budgets, juste pour rappeler et bien comprendre, sur le IDEMO région, on est effectivement entre 1 et 4 millions d'euros. Sur celui que tu viens de présenter, donc le IDEMO 2, tout dépend de si c'est un projet individuel ou un projet collaboratif. Et on est au-dessus de 2 ou au-dessus de 4, c'est ça? Alors, sur IDEMO numéro 2, c'est à partir de 4, justement. Ok, c'est moi qui ai dit. Ok, c'est moi qui me suis embrouillée. D'accord, ok. C'est ça, donc c'est à partir de 4, et c'est pour ça qu'effectivement, le IDEMO région dit que si le projet est supérieur à 4 millions, alors il faut se présenter au IDEMO national, donc le IDEMO 2, celui que tu viens exactement de présenter. Je vais repasser sur les questions plus concrètes, mais il y en a en lien avec ça, tu vas voir.
alors on a peut-être pour une question d'éligibilité pour une grande entreprise seule. Pour IDEMO 2, donc une grande entreprise seule a-t-elle des chances d'être lauréate ou faut-il obligatoirement une collaboration avec une PME? Non, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez déposer de manière individuelle. Pour une grande entreprise, c'est pas un problème. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas de chance d'être lauréate si on est une grande entreprise et qu'on dépose un projet individuel. Après, c'est pas souvent ce qu'on observe, mais c'est tout à fait possible. Et encore une fois, comme je vous le disais, c'est la qualité de l'innovation qui sera surtout regardée. En tout cas, oui, l'appel est suffisamment large pour. En tout cas, c'est éligible si l'entreprise, Bien sûr. une Oui, grande c'est tout à entreprise fait dépose un éligible. dossier et Ouais. peut être retenu au même titre que les autres dossiers. Ouais. Ok, merci beaucoup. Effectivement, donc là, ça répond peut-être à ce que je venais de dire avant, c'était ça. Une question de Renaud. Bonjour, si nous n'avons pas été retenus au précédent IDEMO national, a-t-on tout de même des chances sur le IDEMO régionalisé? Je pense que oui, a priori, sauf si vraiment les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été retenu seraient rédhibitoires et pas vous interdit de déposer, mais on vous conseille vraiment de retravailler votre projet. Il faut surtout bien prendre en compte les remarques qui vous sont faites, si vous en avez eu, lorsque vous n'êtes pas retenu, pour bien corriger le tir si vous souhaitez redéposer. Mais comme ça, sans connaître le projet, c'est difficile de vous donner une réponse, mais je dirais que oui, vous avez forcément des chances à partir du moment où il n'y a pas de gros critères ou de refus rédhibitoires définitifs, sauf si votre projet est à côté de la plaque et qu'on vous a dit ça, mais a priori, oui, c'est tout à fait possible de redéposer un projet. Du coup, le retailler simplement, enfin, effectivement, Voilà, du coup, prendre en compte le les budget remarques n'est qui vous ont pas, été faites. le budget n'est pas le même, donc prendre en compte effectivement le nouveau budget qui sera moindre si c'est le démo régionalisé. Ok. Est-ce que tu peux rappeler aussi, donc une autre question, pardon, d'André, sur les critères de fonds propres, Ouais. on demande tout le temps. Donc, les critères de fonds propres sont-ils égaux et supérieurs à ce qui n'est pas pris en subvention? Alors, on a tendance à dire que pour 1 euro d'aide, il faut 1 euro de fonds propres. C'est vrai et en même temps pas vrai. C'est-à-dire que les fonds propres, c'est quelque chose qui est regardé lorsque votre projet est présélectionné. Je rappelle que ça, c'est quelque chose qui n'est pas regardé en premier, mais c'est forcément important. Donc, l'idée des fonds propres, c'est de dire faut qu'il y ait une cohérence entre la capacité financière à mener un projet sur plusieurs années et vos fonds propres. Donc, c'est-à-dire que il ne faut pas forcément regarder les fonds propres à un instant T, il faut avoir l'idée de prévisionnel, de dire sur les années à venir, on va avoir un chiffre d'affaires qui va se développer, on va avoir des levées de fonds. Donc tous les éléments et les arguments économiques qui vont pouvoir dire on va avoir une bonne santé financière pour mener notre projet seront pris en compte. Donc on ne va pas regarder seulement les fonds propres à un instant T, on va regarder une situation plus globale et on va apprécier les choses de manière plus souple en fait que les fonds propres, c'est-à-dire si vous êtes une petite entreprise, une petite structure et que vous avez des fonds propres, enfin des levées de fonds prévues, ça c'est quelque chose qui est pris en compte et tout ce qui peut jouer en votre faveur là-dessus, tous les arguments qui vont dire oui, on a une capacité à mener le projet à bien dans les années à venir, ce sera pris en compte. Donc il ne faut pas s'arrêter sur les seuls critères de 1 euro de fonds propres, 1 euro d'aide. Il faut avoir une vision un petit peu plus souple. Je comprends. Enfin, qui a été remonté une fois sur une question de Ludovic, sur le IDEMO collaboratif. Il était allé sur combien d'années de financement total? Des projets en général, ouais. À titre indicatif, c'est 3 à 5 ans en général. Ouais, c'est ça, c'est de ce titre-là, ouais. 3 à 5 ans, effectivement. Merci beaucoup, hop, super. Je crois qu'on a fait le tour des questions IDEMO nationales. De toute façon, on est là aussi, bien entendu, enfin, et toujours, pour rappel, en tout cas à tous, au bout de votre PC, de vos casques, on est là pour vous aider, vous dépatouiller en tout cas et à vous orienter vers le ou les meilleurs guichets en fonction vraiment du budget de votre projet. Ça, c'est important, vraiment que ça cale à votre projet à vous et à votre budget à vous. Et en fonction du contenu et du budget, on vous aidera à trouver le ou les bons guichets, effectivement, entre ces différents appels. Je crois qu'on a fini pour les questions. Encore merci beaucoup, Antoine, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. On a la chance d'avoir Antoine et en plus aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi Estelle Morin. Bonjour Estelle, qui va nous présenter tout de suite l'appel Innove, concours d'innovation Innove, la 10e vague qui vient d'être publiée, n'est-ce pas, il y a une semaine. Je te laisse la parole, Estelle.
et Steph. Merci beaucoup, Christelle. Donc, enchantée, bonjour à tous. J'ai déjà fait plusieurs présentations, mais pour certains, on ne se connaît pas. Donc, je suis Estelle Morin, coordinatrice de l'appel à projet, enfin du concours d'innovation, Innove pour BPI France. Donc là, je vais vous présenter la vague 10. Il y a quelques nouveautés. Pour ceux qui auraient déjà candidaté à Innove, ça fait 2-3 vagues que, voilà, chacune des vagues, il y a une petite modification. Donc, tout d'abord, bon, c'est un petit rappel, mais Antoine vient de vous le présenter, le plan France 2030. Je passe les slides. Donc, sur le concours Innove, c'est un concours qui a été lancé en 2017. Aujourd'hui, on a plus de 517, enfin, on a 517 lauréats sur les vagues 1 à 8. Donc soutenus par l'État pour des projets d'innovation avec un potentiel extrêmement fort pour l'économie française. En tout cas, c'est ce qu'on recherche. Donc, ce concours est opéré par BPI France et on travaille en collaboration avec un autre opérateur de l'État qui est l'ADEME, qui assure l'expertise des projets qui relèvent des thématiques dont ils ont les compétences. Donc, les cibles des projets pour Innove, ça va être des projets monopartenaires. Voilà, tous les projets collaboratifs, les partenariats ne sont pas éligibles à cet appel, à ce concours. On attend donc des projets portés par des startups et des PME, au sens PME, au sens communautaire et au sens européen. L'objectif de ces entreprises, on attend qu'elles permettent de favoriser l'émergence de produits innovants. Donc là encore, comme IDEMO, on est sur l'innovation de rupture. Et l'idée, c'est qu'à terme, les entreprises lauréates du concours Innove deviennent leaders dans leur domaine et que l'État puisse leur donner le coup de pouce financier pour atteindre ces objectifs. Donc, le concours d'innovation Innove, on cofinance, donc c'est une partie de cofinancement, je le repréciserai après, mais l'État subventionne, aide les entreprises jusqu'à 45% de leurs projets. Et donc, les retours qu'on a sur ces aides, ce que l'État attend, c'est des retombées économiques directes et des retombées indirectes au bénéfice des filières. Donc, typiquement, un projet d'innovation de rupture dans un domaine de la santé en pointe qui permettra à l'ensemble de la filière santé, par exemple, d'utiliser un nouveau dispositif médical. Voilà, pour un exemple un peu... Donc, on a 4 thématiques. C'est les 4 mêmes thématiques qu'on avait sur la vague 9. L'objectif, maintenant, c'est d'avoir des thématiques suffisamment larges pour que tout type de projet puisse déposer sans contrainte. Donc, on a 2 thématiques qui sont expertisées par BPI France, donc qui sont la thématique numérique et la thématique santé. Et donc, on a 2 autres thématiques expertisées par l'ADEME, qui sont transport, mobilité, ville et bâtiments durables et énergie, ressources et milieux naturels. Voilà. Donc, 4 grandes thématiques. La 10e vague, elle a été lancée lors de la cérémonie de remise des prix des lauréats des vagues 7 et 8 qui a eu lieu lundi dernier. Et donc, elle se clôturera le 28 septembre à midi. Au niveau des critères d'éligibilité, donc on attend un dossier complet soumis dans les délais sur la plateforme de dépôt de BPI France. On veut donc des projets qui rentrent dans l'une des 4 thématiques. C'est un des premiers critères d'éligibilité, en effet. Donc, le porteur, je me répète, voilà, c'est vraiment projet individuel, start-up, très petite entreprise ou petite et moyenne entreprise. Les ETI et les grandes entreprises ne sont pas éligibles et les projets collaboratifs non plus. Et donc, depuis maintenant, c'est la 2e vague, on attend des projets entre 1 million et 5 millions d'euros. Voilà, là encore, on a une assiette minimale qui a été augmentée pour aussi inciter les projets à être ambitieux dans leurs projets de R&D. Et on attend des projets de 12 à 36 mois en moyenne. Sur les critères de sélection, donc là encore, on attend vraiment une maturité de projet, que vous justifiez la maturité de votre projet. Souvent, il y a la question au niveau des TRL, peut-être que je l'anticipe un petit peu. Donc, il n'y a pas de limite de TRL attendue, mais on souhaite qu'à terme, l'objectif, c'est qu'à la fin du projet, au bout des 36 mois, il y ait la mise sur le marché d'un produit innovant. Donc, voilà, on attend des projets qui arrivent à terme à des TRL 8-9, on va dire, sans avoir de limite sur le TRL de début de projet. Donc, les verrous technologiques à lever, ça revient un petit peu, c'est une redite avec IDEMO, c'est un peu le même type de critères sur ce caractère d'innovation. On va vous demander, pareil, de montrer le bénéfice environnemental de votre projet, les impacts sociétaux, la création d'emplois, les retombées économiques. Il va y avoir donc 2 aspects extrêmement importants dans votre dossier de candidature. Donc ça, c'est quelque chose qu'on
qu'on ne cesse de répéter, mais c'est vraiment important. À la fois, dans votre dossier, il faudra que vous parliez donc, de cette partie caractère innovante et valeur ajoutée du projet, donc la technologie que vous développez, la partie extrêmement technique et la partie économique qui est malheureusement souvent oubliée. Donc, montrer vraiment la robustesse de votre modèle économique, votre stratégie d'accès marché, nous montrer que la concurrence a été établie. Voilà. Donc, c'est vraiment des points qui se valent et un très bon projet d'innovation de rupture, mais avec derrière un modèle économique soit extrêmement risqué, soit peu réfléchi ou peu travaillé, finalement, ne permettra pas de sélectionner le projet. Au niveau des modalités de financement, donc on est sur une aide de 45% pour les petites entreprises et jusqu'à 35% pour les moyennes entreprises, avec une répartition de 75% de subventions et 25% d'avances récupérables. Et les dépenses éligibles, c'est les mêmes types de dépenses que sur IDEMO. Donc, c'est le même régime d'aide qui est mobilisé, mais avec des taux fixes et une répartition fixe sub-AR. Au niveau du processus de sélection, donc là encore, donc c'est une nouveauté. Sur IDEMO, Antoine vous expliquait qu'avant, c'était une simple présentation et que désormais, il y avait un dossier de candidature. Sur Innov, c'est la nouveauté de cette vague 10, c'est qu'avant, on avait un dossier qu'on disait complet avec l'ensemble des pièces administratives dès la date de relève. La particularité de cette vague 10, c'est que désormais, il y a un dossier, ce qu'on appelle un premier dépôt d'un dossier allégé. Donc ça, c'est l'ambition de l'État, c'était de simplifier les redirections de projets d'un appel à projet à l'autre, de vous simplifier également les candidatures. Les délais sont un petit peu restreints là encore. Mais voilà, donc c'est une présentation PPT. Je crois j'ai fait une slide juste derrière, voilà, pour montrer un petit peu cette nouveauté. Maintenant, c'est un canevas PPT. Il n'y a plus de présentation technique du projet sous format Word d'une vingtaine de pages comme il pouvait y avoir sur les vagues précédentes. On vous demande la fiche de demande d'aide, bien sûr, les prévisions économiques, mais plus d'annexes financières. Le plan de financement, on vous le demandera que plus tard. La grille d'impact pour mesurer l'impact environnemental de votre projet et uniquement l'alias fiscal. Et donc, tous les autres documents que vous avez certainement, pour certains, déjà eu à déposer, désormais seront déposés donc, au deuxième moment du dépôt du projet, donc post-audition. Je reviens sur cette slide. Donc, vous déposez au 28 septembre le premier dépôt avec uniquement 6 annexes simplifiées. Il y a la période de l'étude de présélection. On vous invite en audition. Vous êtes auditionné pendant la semaine du 24 novembre au 1er décembre. Vous pouvez déjà réserver les dates si vous souhaitez candidater. Et suite à l'audition, vous avez 1 mois de délai pour compléter votre dossier. Donc, ça arrivera, on vous demandera les dossiers pour courant janvier 2023, fin janvier 2023. Et à ce moment-là, donc, votre projet pourra entrer en instruction. L'objectif, c'est vraiment de simplifier les dépôts, à la fois pour les porteurs et pour, en interne, entre appels à projet, qu'on puisse, voilà, qu'on ait quelque chose de simple et de uniforme pour ne pas que vous ayez à redéposer à plusieurs guichets. Donc, le dossier de candidature, il est disponible sur la page Internet. Il me semble que j'ai remis le lien un peu plus tard. Là, pour le dépôt de votre candidature, voilà, c'est important. On a souvent énormément de questions sur notre plateforme. Il semble qu'on t'ait perdu. Est-ce que... S'il n'y a pas que moi qui n'entends plus Estelle. Très bien. Elle devrait nous retrouver. Si tu m'entends encore, tu peux te déconnecter et te reconnecter, sinon peut-être. En effet, c'est une nouveauté, le dépôt de dossier de candidature. C'est vraiment, enfin en tous les cas, oui, c'est vraiment là-dessus que voulait spécifier Estelle les nouveautés. On avait peut-être quelques questions auxquelles je peux commencer à essayer de répondre si Estelle ne nous revient pas. Vous m'entendez bien? Ça va, Jennifer et Manuel? Ok. Oui, super. Oui, on t'entend bien. Parfait. Donc, regardons. Effectivement, il y avait, je crois, une question, mais dans le chat. Et ça, on va la poser effectivement. Antoine non plus, donc ils doivent être ensemble en plus, Antoine et Estelle. Peut-être qu'on peut commencer par la question de Florian concernant le dossier allégé IDEMO. Je trouve dans l'archive un canevas qui parle d'un PowerPoint de 30 slides. Est-ce que c'est bien cela, le dossier allégé attendu? Oui, Florian, c'est bien ça, le dossier attendu. Et je vois que Antoine / Estelle se sont reconnectés. Pardon. Tu nous entends, Estelle? Oui, très bien. Parfait. Sur Internet, voilà, toutes nos excuses. Il n'y a pas de problème. On te laisse peut-être terminer avant les questions, Estelle.
Si tu avais... Je ne sais plus où ça a coupé, du coup, parce qu'en fait, j'ai dû parler un peu seule. Non, mais voilà, je voulais juste vous donner les 2 contacts, donc concours innovation bpifrance.fr pour tout l'appel à projet de manière générale et particulièrement les 2 thématiques numérique et santé. Et puis, vous avez le second email de l'ADEME avec notre collègue Marie Gandebeuf, qui est coordinatrice de ce concours côté ADEME, pour toutes les questions relatives aux 2 thématiques énergie, bâtiment et énergie et l'autre bâtiment. Voilà. Donc, je réponds à toutes vos questions. J'ai vu qu'il y en avait peut-être quelques-unes dans le chat déjà, mais je te laisse. Oui, il y en a une. On était sur celle-là. On allait commencer sur celle-ci, effectivement, Florian, qui nous demandait si le dossier allégé IDEMO... Ah non, alors attends. Concernant le dossier allégé IDEMO. Alors, pardon, là, on revient sur une question pour Antoine. Je trouve dans l'archive un canevas qui parle d'un PPT de 30 slides. Est-ce bien cela le dossier allégé attendu? Non, c'est pas ça. C'est un dossier de candidature. C'est un dossier de candidature avec plusieurs pièces. Donc, on va regarder ça, mais Ok. On on regardera aussi pour être sûr. C'est un dossier avec plusieurs éléments. C'est trois documents à fournir pour le premier dépôt. Ok. Je rappelle aux personnes d'essayer de proposer vos questions, en tout cas côté... Côté questions, quoi. Si vous pouvez, parce que je crois qu'il y a quelques questions qui sont posées sur l'onglet chat, merci de les recopier sur l'onglet questions, comme ça on ne va pas en perdre. Didier nous posait une question pour un projet qui demande trop de temps de préparation. On est sur le Innov là. Pour un projet qui demande, en tout cas qui ne sera certainement pas prêt en septembre, quand est prévue la vague 11 de Innov? Alors, pour l'instant, les calendriers, c'est extrêmement compliqué, et particulièrement là, en ce moment, avec ces changements de gouvernement, etc., parce que ça reste des politiques publiques. Donc, la vague 11, nous, on l'espère, normalement, désormais, c'est une vague à l'automne et une vague au printemps. Donc, en mars, on espère lancer une nouvelle vague, mais là encore, c'est toujours très compliqué sur Innov. Ça varie d'une année à l'autre. Donc... je n'ai pas la date précise. 28 septembre, alors la particularité, c'est vraiment, c'est que maintenant, vous avez un dossier extrêmement simple, entre guillemets. Donc, c'est une présentation. Là, c'est une trentaine de slides. Il y a un plan qui est détaillé dans le dossier de candidature. Normalement, ça peut permettre aussi à un plus grand nombre, peut-être, de déposer avec un petit peu moins de travail. En tout cas, c'est ce que l'État espère en passant sous ce format de dossier de candidature. Tout retour sera forcément le bienvenu sur le temps de travail que cela vous demande. Et si je peux me permettre une question pour les pôles de compétitivité, qu'il n'y a pas que nous non plus. Mais à quel niveau, est-ce que vous attendez le label, puisque vous parlez bien du label dans vos présentations, donc est-ce que vous attendez le label plutôt à la phase avant l'audition, sur la présentation PowerPoint du début qui est préparé pour les auditions, ou est-ce que vous attendez ça plutôt sur le dossier? Et en un mois, tu comprendras que ça peut être en un mois de délai derrière les auditions, c'est très compliqué pour nous. Ouais. Si les gens ne vont pas pouvoir rédiger leur dossier en 2 jours pour avoir des expertises et des retours d'épaule, en fait. Pour l'instant, comme la lettre est optionnelle, je pense qu'elle peut arriver à l'un ou l'autre des dépôts de dossier, parce que c'est pas quelque chose qu'on regarde. Ça fait pas partie de la complétude du dossier, de l'éligibilité, des critères d'éligibilité. Donc, elle peut arriver aux 2 moments, sachant que forcément, quand une entreprise est labellisée, au moment de la présélection, c'est déjà pris en compte. Forcément, c'est pris en compte au moment de la sélection, mais au premier dépôt. Donc, je pense que vous pourrez certainement pouvoir en déposer à 2 vagues en fonction du temps nécessaire, en fonction des projets, de la relecture, etc. Mais en tout cas, nous, on acceptera, comme on récupérera l'ensemble des dossiers, des pièces par projet à 2 étapes, on acceptera les lettres aux 2 étapes. Très bien. Ok. De toute façon, on entraînera, on fera finalement comme le IDEMO, c'est sûr qu'en tout cas, on travaillera sur la partie entraînement au pitch, entraînement aux auditions, et puis dans tous les cas, une lettre de soutien, parce qu'effectivement, pour remettre un label sans le dossier de 20 pages, c'est très compliqué pour nous. Voilà. Ensuite, Marcus, continuons. Marcus nous demande si ce dispositif Innov est accessible aux startups en première année d'exercice. Est-ce qu'il y a... Oui. Tout à fait, oui, vous pouvez déposer quand c'est la première année. Alors, on vous demande une liasse fiscale, votre dernière liasse fiscale pour la première année d'exercice. Vous ne l'avez pas. Donc, vous pouvez faire un justificatif et dans ces cas-là, nous ajouter peut-être un CABIS, au moins pour justifier de la création de votre entreprise. Parce que désormais, le CABIS est demandé au 2e dépôt, mais dans ces cas-là, vous pouvez le mettre dès le 1er dépôt pour justifier que l'entreprise est créée. Ok.
Après, on a une question de Marie. Je pense qu'elle peut concerner vous deux en tous les cas. Et puis, enfin, plus généralement, dans le cadre d'un projet aussi, je pense qu'on a déjà eu la question aussi de notre côté. C'est si des levées de fonds sont prévues en cours du projet ou sont en cours de négociation quels sont les documents administratifs qu'il faut fournir. Et enfin, en fait, nous, on l'a vu aussi plusieurs fois où, alors, il y a déjà en général une première étape, des fois de validation côté financier aussi de BPI. Mais il est arrivé parfois où en fait les entreprises avaient fait une levée de fonds et en fait, ils en avaient pas forcément eu. Enfin, personne n'en avait. Après, Bref, que répondez-vous à ça? en fait, s'il n'y a pas de certitude, dans tous les cas, c'est le jeu aussi, hein, c'est de fournir les éléments possibles, tangibles, le plus possible. Après, effectivement, parfois, pour aller plus loin dans l'instruction ou parfois même pour mettre en place le contrat ou verser des aides, il y a des conditions qui sont parfois la confirmation et la validation de cette levée de fonds. Donc, ça n'empêche pas toujours un projet d'aller au plus loin dans la sélection, mais au bout d'un moment, si cette levée de fonds ne se fait pas, ça forcément, ça pourra mettre en cause le projet. Mais pour répondre à la question sur ce qui est à fournir, il n'y a pas d'éléments particuliers à fournir. En fait, on a des éléments de prévisionnel économique à donner. Après, s'il y a des potentiels levées de fonds, c'est tous les éléments les plus probants et qui puissent donner toutes les garanties possibles de cette levée de fonds qui seront apportés. Mais d'éléments administratifs en tant que tels, non, il n'y en a pas. Oui, ok, justement. En tout cas, dire que la levée de fonds elle est prévue, qu'elle est prise en compte dans la stratégie d'entreprise, ça c'est une chose. Après, il faudrait qu'elle soit confirmée, mais en général, forcément, on ne peut pas donner des éléments administratifs très, très concrets là-dessus. Oui, ça allait dans ce même sens. C'est toujours Marie qui précise, du coup, je pense, pour le Innov, mais étant donné que c'était le cas, et en tout cas pour le Innov, on n'était pas, par rapport aux fonds propres suffisants, ou en tout cas la situation financière de l'entreprise le jour du dépôt, au moment du dépôt, une société qui ne répond pas aux critères de stabilité financière tels que définis par l'UE au moment du dépôt, mais qui prévoit une levée de fonds N+1, peut-elle candidater? En fait, c'est un petit peu c'est un petit peu dans la même idée. Ouais. Faut aussi avoir en tête que France 2030, l'idée, c'est aussi cet aspect prise de risque qui va aussi dans ce sens-là, de dire si on veut financer de l'innovation, il faut aussi forcément qu'à un moment, on ne peut pas exiger des entreprises que au moment où elles déposent, leur situation financière soit parfaite. Et donc, c'est un petit peu cette idée de France 2030 aussi, de dire la prise de risque, elle est assumée. Si la levée de fonds elle est prévue, bien sûr, après le dépôt du projet, elle sera prise en compte. Mais je pense que ça ne devrait pas être un élément, ce qui est évoqué, pour ne pas déposer. Je pense vraiment que la stabilité financière, si elle apparaît dans le déploiement du projet, il y a tout intérêt à déposer. Encore une fois, ce n'est pas la situation financière au moment du dépôt qui sera regardée, mais c'est vraiment une globalité et une prospective. Donc, je pense que si on lit entre les lignes de France 2030, c'est un petit peu ce qu'on comprend, c'est la situation financière au moment du dépôt, c'est pas ça qui devrait sanctionner les entreprises. Très bien, merci beaucoup. Enfin, tu as un petit message du coup Florian qui avait posé la question pour le modèle de dossier et qui dit que c'est dans un fichier Excel, présentation acronyme non porteur, que mentionne format PPT de 30 slides pour IDEMO. Voilà, c'est le plan type. Vous avez le plan type qui se trouve dans ce tableau. En fait, c'est uniquement des tableaux qui ont été mis en place, déjà pour qu'il y ait un seul format, mais le format, c'est bien format PowerPoint. Et là, ce qui est évoqué, la présentation acronyme, ça, c'est le plan type qu'il faut respecter pour faire votre présentation. Okay. Peut-être pour la question de Florian, parce qu'il en avait posé une avant en disant est-ce que c'est ça, et on disait non, c'est qu'avant, il y avait uniquement cette présentation. Et que désormais, il y a l'ensemble des autres documents avec les prévisionnels économiques, etc. Oui, d'accord. Voilà. Merci. Effectivement, ça devait être ça aussi, je pense. Très bien. Je pense que nous en arrivons au bout des questions. Nous vous remercions encore vivement pour votre présence ce matin. Vraiment, merci à tous les deux. Voilà, c'est aussi ça qui est chouette. Enfin, voilà, répondre. C'est pas la première fois que vous répondez. Voilà, présent et encore merci. C'est vraiment toujours un plus de pouvoir vous poser des questions plus particulières.
sur un petit temps comme ce matin. Merci beaucoup encore, une bonne journée. On vous libère et je vais passer la parole tout de suite à Jennifer qui va enchaîner avec les appels les appels France 2030. Vous avez les stratégies nationales d'accélération. Merci beaucoup. Pour refaire un petit point. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Merci à tous les deux. Merci à vous. Alors, vous aurez tous les slides qui sont détaillés. Voilà, je te laisse la parole, Jennifer. Merci beaucoup, Christelle. Donc, effectivement, là, on a vu l'innovation structurelle. Donc, c'est les appels à projets qui reviennent sur des vagues. Et là, je vais juste faire un petit focus sur l'innovation dirigée, qui représente les appels à projets issus des stratégies d'accélération du gouvernement sur, évidemment, les stratégies prioritaires. Donc, je vais vous faire un petit rappel, mais c'est des appels à projets qu'on présente depuis quelques R&D Corner. Donc, on a toujours sur la stratégie d'accélération technologie numérique cet AMI Campus Fab Lab 5G industriel qui clôture le 21 septembre, donc, dont l'objectif est d'accélérer le processus d'appropriation des usages permis par la 5G dans les entreprises industrielles de toute taille. Donc, ce sont des appels à projets individuels ou collaboratifs et qui sont ouverts à tous. De même que l'appel à projet maturation technologique et démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquée qui clôture le 5 octobre. De la même manière, c'est individuel ou collaboratif et il y a deux volets. Un premier volet qui est sur la démonstration et puis un volet B qui est sur la maturation. Donc, vous pouvez postuler soit à l'un, soit à l'autre de ces volets sur cette AMI. Ensuite, l'appel à projet de France 2030 qui est l'appel à projet première usine. Je vous rappelle qu'il y a un gros effort du gouvernement sur la réindustrialisation de la France et donc il y a un certain nombre d'aides qui visent à accompagner cette réindustrialisation, dont l'appel à projet France 2030 première usine, mais aussi un certain nombre d'aides, de prêts qui peuvent être adossés si vous avez une démarche de réindustrialisation. Donc, de la même manière, si vous avez ce type de projet, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, vous pouvez postuler jusqu'au 13 septembre et il y aura une troisième vague le 13 décembre. Donc là aussi, c'est un appel à projet en revanche individuel qui peut aller jusqu'à 48 mois et qui est éligible de la start-up jusqu'à exceptionnellement les ETI. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez ce type de projet. Donc on ne les présente plus, les deux appels à projet de la stratégie d'accélération industrie culturelle et créative, dont les premiers lauréats ont été annoncés à l'oral et bientôt officiellement. L'appel à projet expérience augmentée du spectacle vivant et l'appel à projet numérisation du patrimoine. Donc les deux sont opérés par la Banque des Territoires. La dernière relève, la prochaine relève, c'est le 3 novembre. A priori, il devrait continuer, mais en tous les cas, pour l'instant, on n'a que cette relève du 3 novembre 2022. Donc, ce sont aussi des projets individuels ou collaboratifs et toute structure peut être éligible. Et donc, c'est très intéressant puisque c'est en subvention sur ces deux appels. Donc, voilà, le premier et le deuxième, vous l'avez là avec les objectifs chacun qui sont portés sur ces deux appels à projets. Sur la première vague, ils ont reçu 30 à 40 dossiers sur ces appels et pour environ 5 à 6 lauréats sur ces premières vagues par appel. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée, et on attend les résultats de la deuxième vague. Donc là, de la même manière, on a organisé des événements de matchmaking. On peut tout à fait vous mettre en relation si jamais vous cherchez des partenaires. N'hésitez pas à nous prévenir au plus tôt si vous êtes intéressé par la vague 3 de ces deux appels.
À chaque fois, hein, vous voyez sur les slides, on vous remet notre deadline pour demander la labellisation sur projet. Donc, celle-là va être différente hein, de la labellisation à l'oral qui peut être sur l'innovation du coup structurelle IDEMO et Innov que l'on va mettre en place du coup à la rentrée sur Innov pour répondre aux nouveaux enjeux de la présélection sur présentation. Et donc, on vous tiendra au courant un petit peu des deadlines et des oraux que l'on va organiser. Ensuite, toujours l'appel à également donc pour l'instant effectif. Vous m'entendez toujours? C'est mieux là? Ok. Excusez-moi, j'ai eu une petite coupure de réseau. Donc, l'appel à projet France 2030, la grande fabrique de l'image. Donc là, vous pouvez postuler jusqu'au 31 octobre 2022. C'est soutenu par la Caisse des dépôts et le CNC pour des gros projets supérieurs à 10 millions d'euros pour des studios de tournage et 1 million pour des studios de production numérique. C'est ouvert de la start-up à l'ETI et c'est vraiment l'objet, c'est de faire de la France le leader mondial, l'un des leaders mondiaux du tournage et de la production numérique. Donc, si vous avez un gros projet d'envergure, de même, n'hésitez pas à nous contacter. Stéphane Singier et Orit Koutz, qui sont les référents de cette communauté chez Cap Digital, pourront au mieux vous accompagner sur ce projet. Et puis, côté rédaction du projet, évidemment, côté R&D. Donc, n'hésitez pas, la deadline a été fixée de notre côté au 10 octobre 2022. Alors là, on sort un peu de l'innovation dirigée, mais juste pour rappeler un petit peu sur le volet de partenariat avec la recherche, hein, même si évidemment sur IDEMO et même sur tous les autres appels à projets, IDEMO, vous pouvez les avoir comme partenaires et sur les autres appels à projets, vous pouvez les avoir comme sous-traitants. L'accompagnement par un laboratoire de recherche. Là, on est vraiment sur un appel à projet laboratoire commun. Donc, c'est bien le laboratoire qui est financé pour mener à bien une recherche commune avec l'entreprise, donc avec une gouvernance commune, une feuille de route recherche et d'innovation et des moyens pour travailler. Donc, c'est vraiment la valorisation par l'entreprise du travail de recherche du laboratoire. Donc là, vous avez jusqu'au 20 septembre pour candidater si vous avez ce genre de volonté de monter un laboratoire commun avec un laboratoire. N'hésitez pas, ou vous êtes un laboratoire et vous cherchez une entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. De même, on a une deadline au 6 septembre pour vous accompagner sur ce LabCom. Voilà, je regarde, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Donc, merci à tous. Je vais laisser la parole à Manuel. Juste pour ceux qui seraient intéressés, n'oubliez pas, à 11h30, on a la présentation de IDEMO régionalisé. Et donc, si jamais vous switchez, je vous retrouve là-bas. Merci beaucoup et je passe la parole à Manuel. Merci à tous. Merci beaucoup, Jennifer. Comme je vous l'ai dit en introduction, on va terminer ce webinaire par donc un rapide panorama des appels à projets européens en cours. Et donc commencer tout de suite en présentant rapidement donc le programme Horizon Europe, le programme de recherche et de financement et de développement de la Commission européenne. Et donc ce matin, on va s'intéresser plus particulièrement au pilier 2 qui concerne donc tous les appels à projets collaboratifs et au pilier 3 dans lequel on va retrouver des appels à projets un peu plus individuels et monobénéficiaires. Donc rapidement, le pilier 2 de Horizon Europe vise donc à initier ou renforcer des collaborations avec des partenaires européens, voire internationaux. Il est divisé donc en 6 thématiques appelées clusters dans le programme qui nous concerne. Et donc, ces 6 clusters, vous les retrouvez sur la gauche de la slide. Je ne vais pas tous les détailler, mais on retrouve notamment santé ou encore climat, énergie et mobilité qui pourraient vous intéresser. Le programme est donc ouvert à tout type d'acteurs, que vous soyez donc une entreprise, un centre de recherche, une école, une association ou encore une collectivité territoriale. Vous pouvez donc former librement un consortium
d'au moins 3 partenaires et 3 pays européens différents pour répondre donc à des appels à projets ouverts par la Commission européenne et le programme Horizon Europe. On retrouve 3 types d'appels à projets dans ce pilier 2. Les premiers, c'est les Research and Innovation Action. Ça va être des actions assez en amont qui vont financer donc du développement, de l'intégration, des essais et de la validation de prototypes à petite échelle et essayer donc de prouver de la faisabilité technique d'une solution. Ces appels à projets, ces types d'actions vont être financés à 100% et pour des projets qui vont durer de 36 à 48 mois environ. On retrouve ensuite les Innovation Action qui interviennent un peu plus bas, un peu plus en aval, même sur la chaîne de maturité d'une solution, puisqu'on va financer cette fois donc des activités de R&D limitées, plus du prototypage des essais de la démonstration et des pilotes qui auraient une validation à grande échelle. Ces activités donc vont être un peu moins financées, 60 à 70%, en dépendant du type d'acteurs qui vont demander le financement. Et les projets vont aller de 30 à 36 mois environ. Et le dernier type d'action, ça va être les Coordination and Support Action. Donc, ça va être financer des activités complémentaires stratégiques telles que la coordination, la sensibilisation, la mise en réseau et la formation à travers donc différentes thématiques qu'on peut retrouver sur la gauche de la slide. Si vous êtes intéressé donc par monter ou participer à un appel à projet collaboratif européen, n'hésitez pas à me contacter. Donc manuel.singlar@capdigital.com. On pourra voir ensemble pour faire un diagnostic de votre projet, essayer de faire une recherche de partenaires et organiser une relecture de votre dossier avant dépôt. En parlant de projets collaboratifs, il faut également mentionner donc les projets Eurostar, donc qui visent à soutenir les PME innovantes à fort potentiel de croissance et porteuses de projets collaboratifs. C'est des projets donc c'est un appel à projet qui finance donc des projets jusqu'à 5 ans maximum, une assiette de dépenses éligible de 40% maximum et donc qui s'adresse aux entreprises innovantes de moins de 2000 salariés et autres partenaires académiques. L'appel à projet Eurostar en France est opéré par BPI France et pour la deuxième vague donc, de cette année 2022, vous avez jusqu'au 15 septembre pour postuler. Je vais ensuite vous parler donc des financements en cascade qui sont souvent des outils un peu plus agiles pour adopter ou développer donc une innovation numérique et qui s'adressent plus, enfin du moins à mon sens, à des startups ou des PME qui pourraient donc avoir envie de mettre un premier pied à l'Europe et de se tester un peu sur donc des appels qu'on appelle aussi soutien financier à des tiers, donc qui visent directement les entreprises pour développer une innovation technologique européenne. Donc, comme je vous ai dit, un outil plus agile puisqu'il va donc subventionner des projets entre 6 et 18 mois pour des subventions qui peuvent aller de 50 000 à 150 000 euros. Surtout, ce qui est intéressant avec les financements en cascade, c'est tous les services annexes proposés souvent auxquels vous pouvez prétendre, notamment beaucoup de services autour donc de l'accélération business, de la mise en relation avec des terrains d'expérimentation, de la mise en relation avec des investisseurs aussi souvent. C'est donc des dossiers qui sont très légers à remplir, environ 10-15 pages, qui sont centrés donc sur le développement de la stratégie de l'entreprise et qui sont très intéressants, comme je vous l'ai dit, puisqu'ils ont un taux de réussite assez compétitif et donc permettent une première acculturation au projet européen. Je vous ai d'ailleurs cité en suivant donc quelques financements en cascade qui sont ouverts en ce moment. Alors le premier est assez spécifique puisqu'il vise à soutenir donc la croissance d'entreprises deep tech dirigées ou co-dirigées par des femmes. Donc ça s'appelle Women Tech EU. C'est un programme d'accompagnement qui fait 12 mois et donc qui peut permettre
aux femmes donc, qui sont dirigeantes ou co-dirigeantes d'une start-up dans la deep tech de suivre un programme donc d'accélération et de toucher une subvention qui peut aller jusqu'à 75 000 €. Donc, vous avez jusqu'au 4 octobre pour postuler. Je vous ai mis un lien juste en bas de la slide pour plus d'informations à propos de ce programme. Le second programme donc, que je voulais vous décrire aujourd'hui, ça concerne toujours la deep tech, mais c'est donc ouvert à tout type d'entreprise. C'est l'EIT Digital Challenge qui revient donc pour sa 9e édition en 2022. C'est un programme donc toujours d'accélération des entreprises qui va pouvoir donc vous permettre donc de croître, on va dire, de faire croître votre entreprise sur la scène internationale et européenne en suivant donc un programme de 12 mois qui va vous donner aussi accès à une subvention qui peut aller jusqu'à 50 000 €. Une dernière initiative donc, dont je voulais vous parler ce matin, c'est donc Next Generation Internet, une initiative européenne pour dessiner l'Internet de demain. Et donc, 2 programmes sont ouverts en ce moment. Le premier est donc centré sur la blockchain, On2Chain, il s'appelle, une subvention donc qui peut aller jusqu'à 120 000 € quasiment, et qui est ouvert donc à tout type d'innovateurs jusqu'au 25 juillet prochain. Et ensuite, le programme Tetra, qui va vous permettre donc d'accéder à à de la formation, du mentoring et du networking autour donc de cette thématique de l'Internet de demain. Je vais ensuite vous parler donc du Conseil européen de l'innovation et donc de trois financements qui vont vous permettre donc de financer, on va dire, une solution, de son idée jusqu'à sa commercialisation. Le premier de ces financements, c'est ce qu'on appelle l'EIC Pathfinder, qui vise donc à valider les bases scientifiques et technologiques pour développer une preuve de concept. Il peut permettre donc d'obtenir une subvention qui peut aller jusqu'à 3 ou 4 millions d'euros pour donc des projets qui ont un TRL assez bas, de 1 à 4. Vous devez donc constituer un dossier, soit de manière individuelle, soit en consortium, toujours donc avec 3 entités de 3 pays différents, pour répondre donc soit à un volet open qui n'a pas de thématique particulière, soit un volet challenge qui est composé donc d'appels thématiques dans lesquels on retrouve notamment les 2 que j'ai cités donc sur cette slide, Carbon Dioxide and Nitrogen Management and Valorization, et Mid to Long Term and System Integrated Energy Storage. Vient ensuite donc ce qu'on appelle l'EIC Transition, qui permet donc une fois que vous avez terminé votre preuve de concept, d'accélérer, on va dire, le passage à la mise sur le marché. Donc ça fonctionne toujours avec une subvention qui là peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, toujours 100% des dépenses éligibles. Vous répondez en individuel ou en consortium, et avec plus ou moins les mêmes thématiques, les mêmes volets, pardon, soit le volet open sans thématique, soit le volet challenge dans lequel des thématiques sont fixées annuellement par le Conseil européen de l'innovation. Enfin, il fallait que je vous parle donc de l'EIC Accelerator, qui permet de déployer des innovations de nature radicale et disruptive sur le marché européen. Nouveauté donc depuis peu, en plus d'une subvention qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, le Conseil européen donc de l'innovation peut prendre une part en capital, donc en equity, qui peut aller jusqu'à 15 millions d'euros donc dans votre entreprise et dans votre projet. Donc ce financement s'adresse de manière individuelle à toutes les startups et PME européennes qui développent des solutions qui seraient innovantes, mais de manière une innovation radicale. Donc c'est un programme assez compétitif, puisque vous le voyez, il est détaillé en 5 étapes, dans lesquelles il faut donc prouver la radicalité et la disruption, on va dire,
de son innovation. Nous pouvons vous accompagner sur ce programme, notamment en relisant votre dossier et en vous entraînant à l'oral. Il existe aussi donc des aides pour financer des conseils à propos des projets du montage de projets européens qui pourraient vous intéresser. La première de ces aides, c'est le FRAP, donc elle est réservée à la région Hauts-de-France. C'est le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets qui permet donc de financer jusqu'à 100% des jours de consulting si vous êtes donc coordinateur ou work package leader de la réponse à un appel à projet européen. Vient ensuite l'aide de l'Agence nationale de la recherche, donc qui s'appelle Montage des réseaux scientifiques européens ou internationaux, et qui permet donc d'attribuer une aide de maximum 30 000 € sur 2 ans pour le montage de réseaux ou de projets européens. Et vient ensuite la dernière, BPI France, qui peut subventionner à travers son Diagnostic Europe ou son Diagnostic Partenariat technologique international jusqu'à 50% donc d'une prestation de conseil fait par un cabinet spécialisé. Quoi d'autre? On arrive donc au terme donc de ce 78e R&D Corner. Je voudrais donc vous rappeler dans un premier temps, comme l'a déjà fait Jennifer, que ce R&D Corner est suivi donc d'un webinaire d'information sur l'appel à projet IDMO régionalisé. Ce webinaire est organisé donc par la région Île-de-France en partenariat avec les 6 pôles de compétitivité franciliens. Vous retrouverez donc le lien que je viens de vous mettre dans le chat. Sinon, moi, je vais vous souhaiter un très bel été, puisque on ne se retrouvera pas au début du mois d'août, mais bien le 6 septembre prochain, donc pour notre 79e R&D Corner. Je tiens à remercier aussi Antoine Roux et Estelle Morin de BPI France de leur participation ce matin pour nous avoir présenté donc les appels à projets IDEMO National et le concours d'innovation Innov. Merci aussi beaucoup à Jennifer et à Christelle pour être intervenue ce matin. Et bien entendu, merci à notre équipe communication qui nous a permis donc la réalisation technique de ce webinaire. Donc voilà, je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous et on se retrouve donc le 6 septembre prochain. Merci beaucoup et bonne journée.